Pendant des siècles, nous avons cru que nous comprenions notre propre passé. L'histoire, nous l'a-t-on dit, était une ligne droite de progrès. Les humains primitifs ont évolué lentement. Les civilisations ont surgi quand elles devaient surgir. La technologie a avancé graduellement. Tout avait un sens. Mais ensuite sont venues les découvertes. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des théories conspirationnistes. Ce sont des découvertes réelles, documentées, dans des institutions réelles, faites par de véritables archéologues. Et le problème est celui-ci. Elles ne s'ajustent pas. Elles ne correspondent pas au récit qu'on nous a enseigné. Et plus les experts tentent de les expliquer, plus de questions surgissent. Ce n'est pas de la fiction. C'est ce que la Terre nous dit. L'anomalie de Göbekli Tepe. Tout a commencé en 1994, quand des archéologues allemands, dirigés par l'Institut archéologique allemand, ont fait une découverte dans le sud-est de la Turquie, qui réécrirait tout ce que nous savions sur la civilisation humaine. Göbekli Tepe n'était pas un établissement, ce n'était pas une maison, ce n'était pas un tombeau, c'était un temple, colossal, élaboré, impossible. La raison pour laquelle c'était impossible est simple. Il avait 11 500 ans. Laissez cela prendre racine. 11 500 ans. Quand, selon notre compréhension conventionnelle, les humains étaient encore des chasseurs-cueilleurs, vivaient encore en petits groupes, étaient encore incapables de construire des structures permanentes. Ils n'avaient pas encore l'agriculture. Ils n'avaient pas encore les cités. Mais là était Göbekli Tepe, avec des piliers de pierre travaillés, avec des décorations sculptées, avec une organisation architecturale claire, avec des preuves que des centaines de personnes se sont rassemblées là, en harmonie, avec un but. Ce que les archéologues ont trouvé n'était pas de simples ruines. Ils ont trouvé des temples circulaires, certains avec jusqu'à 30 mètres de diamètre, des piliers de calcaire qui pesaient jusqu'à 16 tonnes, des sculptures d'animaux sauvages, avec un degré de détail qui suggérait non seulement une habileté artistique, mais une observation minutieuse, une connaissance de l'anatomie, une intention communicative. La structure date de 11 500 ans. Le consensus archéologique n'était pas préparé pour cela. Selon les registres de l'Institut archéologique allemand, les couches géologiques et la datation au carbone étaient claires. Le temple était antérieur à l'agriculture. Il était antérieur aux premières cités égyptiennes de 6000 ans. Il était antérieur à la Grande Pyramide de 8000 ans. Émerge alors la question inconfortable. Si les humains ont pu organiser des centaines de personnes pour construire un temple colossal 6000 ans avant l'agriculture, qu'est-ce que notre compréhension de la capacité cognitive humaine ancienne ne comprend pas? Comment une société de chasseurs-cueilleurs a-t-elle pu mobiliser la main-d'œuvre à une échelle aussi colossale? Ou, plus perturbant encore, cela signifie-t-il que la chronologie qu'on nous a enseignée est erronée? Les artefacts de Salzbourg et la technologie perdue. Passons à 1936. Un minerai a été extrait des Alpes autrichiennes. À l'intérieur se trouvait un objet, un cube d'or presque pur, d'environ 7 cm de côté. Le cube a été envoyé au musée d'histoire naturelle de Salzbourg, où il reste à ce jour. Et le problème est celui-ci. La roche qui l'enveloppait avait 230 millions d'années. 230 millions d'années. Pour mettre cela en perspective, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Cet objet date d'une époque où aucune forme de vie intelligente n'existait sur Terre. Aucun outil ne devrait exister. Aucun artefact d'or ne devrait être là. Dans les registres archivés au musée de Salzbourg, l'analyse de l'objet a révélé une composition intéressante. L'or était pratiquement pur, mais contenait des quantités mesurables de palladium, de platine et d'iridium, des métaux qui sont extrêmement rares dans la nature et extrêmement difficiles à isoler. Le cube est parfait en forme. Ce n'est pas une formation minérale naturelle. C'est travaillé. C'est fait. L'explication officielle est qu'il s'agissait d'une intrusion moderne, un cube
tombés pendant l'exploitation minière moderne au XIXe ou XXe siècle. Mais les mineurs de l'époque ont laissé des registres clairs. Il n'y avait pas d'or dans la mine. Il a été trouvé à l'intérieur de la roche pure, emprisonnée, non dans une poche superficielle de dépôt secondaire. Il y a des indices que la roche a été examinée avec soin et que la conclusion était claire, soit le cube a 230 millions d'années, soit notre compréhension de la géologie est erronée. Aucune des deux options n'est confortable. Les lignes de Nazca, objectif inconnu. Dans le désert péruvien, il y a 2000 ans, quelqu'un a dessiné un coyote de 60 mètres de longueur au sol. Pas une représentation approximative. Une image géométriquement précise d'un animal spécifique. Les angles sont corrects. Les proportions sont correctes. Les détails sont là. Mais voici le problème. Pour voir le coyote, il faut être dans les airs. Il est impossible de savoir que vous dessinez un coyote à partir du sol. Vous ne pouvez pas voir votre propre œuvre. Vous ne pouvez pas ajuster les proportions. Vous ne pouvez pas évaluer si c'est correct. Vous suivez simplement les repères et espérez que cela fonctionne. Et cela a fonctionné. Parfaitement. Les lignes de Nazca ont été découvertes en 1927 par l'archéologue péruvien Toribio Mejía Cespe et documentées largement par l'Institut national de culture du Pérou à partir de 1939. Des centaines de designs couvrent 500 km² de désert. Des colibris, des araignées, des singes, des hommes avec des auréoles, des formes géométriques impossibles, tous visibles seulement du ciel. L'explication conventionnelle est qu'elles ont été dessinées pour des dieux ou pour des observateurs célestes. Mais cela soulève une question plus grande. Que savons-nous avec certitude sur la civilisation Nazca qui aurait exigé qu'il crée des images visibles seulement du ciel? Quelle était l'utilité? Quel était l'objectif? Pourquoi investir des ressources colossales dans quelque chose qu'ils ne pourraient jamais voir? Certains chercheurs spéculent que les lignes avaient des fins astronomiques ou rituelles, mais il n'y a pas de consensus absolu. Ce qui demeure est la question inconfortable. Comment une civilisation précolombienne, sans technologie de vol, a-t-elle pu concevoir une image précisément proportionnée et ensuite l'exécuter sans jamais la voir? Cela suggère une compréhension de la géométrie, de l'ingénierie et de la vision spatiale que nous luttons encore pour comprendre. L'anomalie de Puma Punku. En Bolivie, à une altitude de près de 4000 mètres, existent des ruines qui ne devraient pas exister à l'époque où elles auraient supposément été construites. Puma Punku est un site archéologique qui date, selon les registres du ministère de la Culture de la Bolivie et les études publiées dans la revue archéologique Andean Past en 2003, d'environ 1500 avant Jésus-Christ, peut-être un peu plus ancien. Les érudits en débattent encore. Mais ce que contient Puma Punku est perturbateur. Les blocs de pierre, certains pesant plus de 130 tonnes, ne sont pas seulement imbriqués. Ils sont taillés avec une précision qui ferait honte à un machiniste moderne. Les joints sont si serrés que vous ne pouvez pas insérer une feuille de papier entre eux. Plus déconcertant encore, les blocs ont été travaillés avec des techniques qui suggèrent des outils en métal, des coupes parfaitement droites, des angles précis, des trous qui pénètrent à travers de la roche solide sans laisser de marques de forêt visibles. La question fondamentale est celle-ci. Comment une civilisation en 1500 avant Jésus-Christ, avec une technologie de bronze primitive, a-t-elle pu tailler des blocs de granit et de diorite avec cette précision? Comment a-t-elle pu transporter des pierres de 130 tonnes à une altitude de 4000 mètres? Comment a-t-elle pu créer ces joints parfaits? Les archéologues offrent des explications, des outils de pierre, des leviers, du travail à l'échelle massive, beaucoup de temps. Tous les éléments sont là. Mais il y a un silence inconfortable. Personne n'a pu reproduire ces résultats avec une technologie ancienne. Personne n'a pu démontrer comment cela aurait été possible. Les études sur Puma Punku n'offrent pas de réponse. Elles offrent seulement l'admission que,
Oui, c'est là, et oui, c'est réel. Et oui, nous n'avons pas une explication complète. La chambre de granit de la Grande Pyramide. Au cœur de la Grande Pyramide existe une chambre, la chambre du roi, comme elle est appelée. À l'intérieur de cette chambre se trouve un sarcophage de granit rouge. Il n'est pas scellé, il est vide. Il n'a jamais servi de tombeau. Mais il est là, pesant environ 2,5 tonnes, et il a été laissé là il y a 4600 ans par les constructeurs de la pyramide. Voici le problème. Personne ne peut expliquer comment il a été mis là. La chambre a été scellée pendant la construction. Le sarcophage est à l'intérieur, mais le sarcophage est seulement légèrement plus petit que la chambre. S'il a été mis là après que la chambre ait été construite, il aurait dû passer par les couloirs qui y mènent. Ces couloirs ont des dimensions spécifiques. Le sarcophage ne rentre pas. C'est physiquement impossible. La seule conclusion logique est que le sarcophage a été mis à l'intérieur de la chambre avant que la chambre ne soit construite ou que la chambre ait été construite autour de lui. Mais cela soulève une question de séquence de construction qui contredit ce que les égyptologues croient sur la façon dont la Grande Pyramide a été construite. Le sarcophage lui-même est un mystère supplémentaire. Il est fait de granit rouge, qui ne se trouve pas en Égypte. Il se trouve en Nubie, à des centaines de kilomètres de distance. Comment a-t-il été transporté? La précision avec laquelle il a été coupé est remarquable. L'intérieur est aussi bien fini que l'extérieur. Mais, encore une fois, il n'y a pas de preuve de la façon dont cela aurait été fait avec des outils de cuivre primitifs. Plusieurs études sur la Grande Pyramide, incluant les recherches de l'Institut de technologie de Gizeh, publiées en 2006, confirment le sarcophage. Il est cela. Personne ne peut expliquer comment. La structure immergée de Yonaguni. En 1987, un instructeur de plongée appelé Kihachiro Aratake explorait les eaux au large de Yonaguni, Japon, quand il a trouvé quelque chose d'impossible. Une structure colossale, immergée à 25 mètres de profondeur. Elle était là, un plateau de pierre avec plus de 200 mètres de longueur, des parois planes, des angles droits, des marches, des terrasses, des canaux. Quand la topographie a été cartographiée plus complètement par les chercheurs de l'université Ryukyu en 1998 et 2001, la structure s'est révélée encore plus grande qu'on ne l'avait d'abord pensé. La formation géologique a, naturellement, été attribuée au processus naturel d'érosion. Mais le docteur Masaki Kimura, géologue à l'université Ryukyu et l'un des principaux chercheurs de la structure, a documenté des preuves qui suggèrent un travail humain. Des marques de coupe claire sur certaines surfaces, des marches qui seraient trop régulières pour survenir naturellement, des canaux qui semblent avoir un but d'eau contrôlé. Voici l'inconfort. Les datations des sédiments autour de la structure suggèrent qu'elle a été immergée entre 2000 et 12 000 ans. Si elle a été construite, elle a été construite par une civilisation qui a disparu avant l'histoire enregistrée. Certains soutiennent que c'est simplement une formation naturelle. D'autres, y compris le docteur Kimura, spéculent que c'est plus. Il n'y a pas de consensus absolu, mais elle est là, 25 mètres de profondeur, réelle, documentée, et personne ne peut l'expliquer complètement. Si elle a été construite par des humains, quand, dans quel but, pour quelle civilisation, et où sont les outils, où sont les établissements, où est le reste des preuves? Il n'y a pas de réponse claire, seulement des questions qui deviennent de plus en plus grandes. Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, ce ne sont pas des spéculations isolées, ce ne sont pas des histoires qui apparaissent dans des magazines frivoles. Ce sont des découvertes documentées, étudiées, publiées dans des revues académiques, examinées par des experts, confirmées par plusieurs sources. Et ce qu'elles ont toutes en commun est ceci. Elles ne correspondent pas au récit qu'on nous a raconté. Selon l'histoire officielle, le progrès humain était linéaire. Les civilisations ont surgi quand elles devaient. La technologie a avancé graduellement, d'une manière qui peut être comprise à travers une progression logique. Mais alors vient Göbekli Tepe avec un temple colossal construit 11 500 ans avant le prévu. Alors
Vient Pumapunku, avec des blocs de pierre que même aujourd'hui, nous ne pouvons pas expliquer adéquatement. Alors vient Nazca avec des lignes qui ne font sens que du ciel. Alors vient Yonaguni avec des structures immergées qui devraient être impossibles. Et le motif qui émerge n'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire de lacunes, de connaissances perdues, de civilisations qui apparaissent soudainement avec des capacités qu'elles ne devraient pas avoir et qui disparaissent ensuite, ne laissant que des énigmes derrière. La question fondamentale qui demeure n'est répondue par aucune de ces découvertes isolément. Mais quand vous les mettez ensemble, quand vous voyez le motif, elle devient inévitable. Et si nous ne comprenions pas notre propre passé aussi bien que nous croyons le comprendre? Et s'il y a des périodes de l'histoire humaine que l'archéologie n'a pas pu reconstituer? Et si les civilisations qui ont laissé ces œuvres n'étaient pas primitives? Elles étaient différentes. Elles étaient perdues. Et tout ce que nous avons maintenant sont les vestiges qui refusent d'être expliqués. Ces énigmes archéologiques ne sont pas résolues parce qu'elles n'ont pas été résolues. Elles sont toujours là. Elles sont toujours étudiées. Elles défient toujours le consensus scientifique. Et tant qu'elles resteront défiantes, l'histoire qu'on nous a racontée sur nous-mêmes restera incomplète. La vérité est que nous avons beaucoup de réponses. Ce que nous n'avons pas, ce sont des questions suffisamment bonnes pour arriver aux réponses qui importent vraiment. Et peut-être que c'est là la véritable énigme de tout cela.